Bonjour, chronique bande dessinée, aujourd'hui manga avec l'intégrale d'Ayako d'Osamu Tezuka. Donc le titre original est Ayako, c'est traduit du japonais par Jacques Laloze avec une traduction complémentaire du japonais par Patrick Honoré. Il y a aussi une préface de Patrick Honoré. Ça a été republié tout récemment chez Delcourt Tonkam dans la très luxueuse collection Tezuka qui commence tout juste. La BD originelle a commencé à être publiée en 1972. Ce volume, donc cette réédition française, date de 2018, quelques mois à peine, et ça fait 721 pages tout de même. Il y a environ un mois de cela, je vous avais fait part de ma relecture dans une toute nouvelle et très luxueuse réédition de l'histoire des trois Adolphes de Tezuka Osamu. En même temps était ressortie dans les mêmes conditions, la seule autre BD du dieu du manga que j'avais déjà lu, Ayako. Et cette BD à l'époque m'avait particulièrement touché, voire traumatisé. Il me fallait la relire et oui, le terrible impact de cette histoire, parfaitement abominable et d'une noirceur oppressante, demeure. En fait, et même en mettant l'histoire des trois Adolphes dans la balance, je crois bien qu'Ayako est la bande dessinée la plus éprouvante que j'ai jamais lue, foin des origines géographiques ou des genres. D'une dizaine d'années antérieure à l'histoire des trois Adolphes, Ayako incarne au mieux, au plus franc, cette bascule dans la pléthorique œuvre de Tezuka vers des récits plus adultes et surtout très sombres. Nul héros positif dans ce genre d'histoire. Cela dit, les liens ne manquent pas entre ces deux séries au-delà, et notamment Ayako, comme l'histoire des trois Adolphes un peu plus tard, joue de la carte du thriller, et dans le cas présent du policier, pour faire plus ou moins passer la pilule d'une chronique politique et sociale empreinte de considérations philosophiques extrêmement pessimistes. Et comme l'histoire des trois Adolphes, Ayako tient en même temps de la fresque historique, avec une histoire se développant sur près de 3 décennies et empruntant à des événements réels. Un peu de contexte, du coup, indispensable pour apprécier l'intrigue. Tout commence en 1945, année fatidique pour le Japon. La défaite face aux troupes américaines a anéanti le pouvoir nationaliste et militariste. Le Japon est occupé, et si le SCAP a décidé d'épargner l'empereur, celui-ci est contraint de faire l'aveu qu'il n'est pas un dieu. Et la sécularisation du Japon est un objectif prioritaire de MacArthur. Le SCAP voit sans doute à bon droit dans le Shinto d'État une cause essentielle de l'impérialisme japonais et donc de la guerre. Mais la politique très volontariste des États-Unis va bien au-delà. Dans l'idée de démocratiser le Japon et à marche forcée, les autorités d'occupation imposent des réformes de grande ampleur qui bouleversent encore un peu plus le modèle japonais. Ainsi notamment une colossale réforme agraire, probablement la plus radicale jamais effectuée dans un contexte non communiste. Mais voilà, justement, le communisme doit être intégré dans l'équation. Quand MacArthur arrive au Japon, la libéralisation du pays et la promotion des droits de l'homme impliquent entre autres la libération des opposants politiques réprimés par le régime nationaliste et militariste japonais. Parmi eux, les communistes, au sens large, sont les plus nombreux, qui rencontrent alors un écho non négligeable. Et, la guerre froide s'annonçant très vite, les autorités américaines redoutent d'avoir ouvert la boîte de Pandore, ou d'Urashimataro, puisque nous sommes au Japon, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. À l'égard des communistes, à la veille de la guerre de Corée, déterminante pour le redressement de l'économie japonaise, la politique américaine opère un retournement radical. Elle promeut les purges rouges, en même temps qu'elle pardonne à bien des criminels de guerre d'extrême droite, souvent liés au Yakuza, et auxquels elle rend les rênes du pouvoir comme s'il ne s'était rien passé. Or, les occasions ne manquent pas pour les militants des deux bords de s'affronter. Dans Ayako, Tezuka met l'accent sur les plans de licenciement massif dans les chemins de fer japonais, qui étaient parmi les plus développés au monde, pour partie en raison de magouilles politiques. C'est que dans ce contexte, l'auteur peut faire référence, en maquillant à peine les noms, à une bien sombre affaire, et quelques autres en fait, la mort très très suspecte de Shimoyama Sadanori, premier président des chemins de fer nationaux japonais. Aujourd'hui encore, les circonstances de la mort du haut fonctionnaire n'ont pas été éclaircies. Meurtre, éventuellement politique, impliquant éventuellement les Américains, ou suicide. Bien sûr, la première hypothèse est la plus stimulante pour Tezuka et lui fournira un prétexte utile, même si, comme dans l'histoire des trois Adolphes, c'est assez clairement un MacGuffin. Car si ce contexte est essentiel, le cœur de l'histoire, au sens du moins le plus primaire, est ailleurs, dans l'évocation sur 3 décennies d'une ancienne famille traditionnelle japonaise, les Tengai, qui règnent depuis 5 siècles sur leur terre au nord du Japon, autour de la ville de Yodayama. Comme tels, ces descendants de seigneurs locaux subissent de plein fouet l'impact de la réforme agraire et n'ont pas de mots assez durs et haineux pour ces communistes qui l'ont promu au travers des Américains. Et les ont ainsi dépossédés.
C'est que les Tengai incarnent le Japon ancien, encore largement féodal même si Meiji est passé par là. Ils sont des figures du passé qui sont d'une certaine manière génétiquement incapables d'intégrer combien le monde a changé et changera qu'ils le veuillent ou non sans eux s'il le faut. Comme souvent, les Tengai déguisent la défense de leurs intérêts économiques et politiques sous l'étendard du respect des traditions jugées bonnes en tant que telles, un discours qui m'a toujours dépassé. Mais la réalité de la famille Tengai est nettement moins bravache et beaucoup plus sombre, à vrai dire tout sauf honorable, l'antithèse même de toute conception naïvement idéale de l'honneur. Le premier membre de la famille Tengai que nous rencontrons se nomme Jiro, un prisonnier de guerre qui vient tout juste d'être relâché par les Américains et rentre à Yodayama après des années d'éloignement. Mais là-bas, il subit de plein fouet la haine de son père, Sakuemon, le chef du clan. Un vrai soldat japonais ne se serait jamais rendu à l'ennemi. Jiro est un lâche et un traître. Et pour le coup, oui. Préoccupé par sa seule survie, Jiro s'est montré très serviable dans le camp de prisonniers et a fait office d'indique et d'espion pour les Américains. Sa libération ne met pas fin à son engagement auprès des services secrets de l'occupant, bien au contraire. Elle a été favorisée afin de lui confier régulièrement des tâches qu'il ne peut pas refuser et dont certaines puent sacrément. On est vaguement tenté au tout début de supposer que Jiro sera le héros de l'histoire, mais rien de la sorte. Et peut-être son bandeau de pirates, outil de caractérisation étonnant, doit-il être envisagé d'emblée comme un indice. Mais j'y reviendrai. Il n'occupera pas la première place dans ce récit, et surtout il multipliera les méfaits au point où le lecteur à son tour le haïra profondément, peut-être plus encore que tout autre sur le moment. Mais cela vaut en fait pour l'ensemble de la famille Tengai, ou plus exactement pour tous les hommes de cette famille, dans laquelle les femmes sont systématiquement des victimes, qui ne se rebellent pas le plus souvent, avec la vague exception de Naoko qui flirte avec le communisme en flirtant avec un communiste. En effet, les mâles Tengai, dont Jiro, doivent se conformer au modèle déterminant du patriarche, l'odieux Sakuemon, une brute égoïste et autoritaire qui justifie ses crimes par son statut nécessairement supérieur. L'élément déclencheur et qui stupéfait Jiro quand il revient à Yodayama est que Sakuemon a exigé de son fils aîné Ichiro, cupide et pas moins brutal que lui-même, mais aussi parfaitement veule, qu'il lui livre son épouse, la pauvre Sue, en échange de la garantie de la meilleure part de sa succession. Et Sakuemon abuse sans cesse de Sue, qui lui a donné bien malgré elle une fille du nom d'Ayako, 4 ans quand l'histoire débute. Ainsi, quand Jiro rentre à la maison, il se découvre stupéfait une petite sœur, et comprend bien vite que sa vieille mère n'en est pas la génitrice. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais personne ne le dit. Parce que Sakuemon a tout pouvoir et que l'inceste, au moins légal à ce stade, mais plus tard il se passera de cette limitation, est un comportement jugé d'une certaine manière normal dans le contexte de la vieille famille Tengai. Et ici, parenthèse. Je n'en avais évidemment pas conscience lors de ma première lecture, il y a une quinzaine d'années de cela, mais depuis j'ai vu le film d'Oshima Nagisa, La Cérémonie, sorti en 1971, soit l'année précédant la publication en revue des premiers épisodes d'Ayako. Et je n'ai pas manqué de relever les ressemblances entre les deux œuvres. Une fresque s'étendant sur 3 décennies avec pour point de départ la défaite de 1945, le film met en scène les Sakurada, une famille traditionnelle aristocratique totalement anachronique, sous la coupe d'un patriarche odieux, brutal, autoritaire, qui est par la force des choses le modèle répugnant de tous les hommes qui lui sont liés par le sang ou par l'alliance. Les inclinations politiques de ce clan vont tout naturellement vers l'extrême droite, mais surtout l'inceste est une véritable tradition au sein de la famille, jugée presque normale, oui, et qui complique considérablement l'arbre généalogique des Sakurada. Ça fait vraiment beaucoup de points communs, même si je ne sais pas le moins du monde s'il faut y voir une influence, ou simplement l'air du temps et ou la perpétuation de certains thèmes toujours utiles pour décrire ce genre de famille traditionnelle et leur hypocrisie manifeste et révoltante. Tout cela va très mal tourner, inévitablement. Jiro, malgré qu'il en est indirectement associé au meurtre perpétré par une sorte de sous-agence essentiellement criminelle qui gangrène les services secrets américains en mission au Japon. Tout d'abord l'assassinat du fiancé communiste de Naoko, ensuite celui de Shimokawa, c'est-à-dire le Shimoyama Sadanori de Tezuka. Pas de chance, la servante simplette Orio et la petite Ayako le surprennent à tenter de nettoyer une chemise tachée de sang au milieu de la nuit. Et c'est alors que Jiro, que nous avons déjà vu fourbe, lâche et mesquin, achève de nous faire la démonstration de ce qu'il n'a rien d'un héros, en se comportant en monstre. Il menace de battre la pauvre Olio pour s'assurer de son silence, mais comprend bien vite que la simple d'esprit le dénoncera de toute façon sans même s'en rendre compte, il doit la tuer.
Deuxième parenthèse. Quand j'avais lu pour la première fois Ayako, il y a donc une quinzaine d'années de cela, j'avais lu juste avant L'Art invisible de Scott McCloud qui m'avait vraiment passionné. J'avais été intéressé notamment par le discours sur l'identification aux personnages, variant selon le degré de schématisation ou au contraire de précision de leur illustration. En gros, on s'identifie à un smiley parce qu'il peut correspondre à tout le monde. Et cela vaut de même pour les silhouettes figurant sur les panneaux indiquant les toilettes ou que sais-je. Et c'est pour la même raison qu'une BD telle que Peanuts de Charles M. Schulz est aussi efficace. Charlie Brown, tout particulièrement, a un visage presque aussi simple qu'un smiley et on peut donc tous s'identifier à lui, même s'il a certes un sexe et quelques traits et autres procédés de caractérisation, son esquisse de cheveux, son t-shirt, qui en font en même temps un personnage. L'étape suivante pourrait être Tintin, etc. Mais à mesure que l'on s'éloigne du schématisme, plus un personnage est méticuleusement rendu avec des traits plus réalistes et moins il devient un véhicule d'identification, car son caractère de personnage l'emporte et le sépare du lecteur. Un auteur habile peut en jouer, nous dit Scott McCloud, et c'est exactement ce que fait Tezuka dans Ayako. Les traits d'abord très simples de Jiro, même avec cet élément de caractérisation qu'est son bandeau sur l'œil droit, et qui contribue déjà à le différencier du lecteur, c'est en fait surtout en cela que c'est un indice de son caractère particulier. Ces traits tout d'abord simples donc permettent, voire incitent à l'identification du lecteur. Mais au moment précis où le personnage bascule, juste avant qu'il devienne proprement haïssable, Tezuka lui consacre une case silencieuse où son visage est incomparablement plus réaliste, avec quelque chose qui peut évoquer la gravure, voire un soupçon de photoréalisme. Le lecteur ne peut dès lors plus s'identifier au personnage, et il comprend intuitivement que quelque chose de terrible va se produire, quelque chose à laquelle il ne veut surtout pas avoir part. Cette case est une exception dans la BD. Jiro reprendra immédiatement ensuite des traits plus classiquement tezukiens, mais ce procédé m'avait particulièrement saisi à l'époque, me renvoyant immédiatement à ce que disait Scott McCloud. L'impact émotionnel est énorme. Par contre, mes souvenirs me joueraient-ils des tours? Parce que je croyais me souvenir que cette case très particulière était en fait une double planche entière. Mais ici, c'est seulement une case comme une autre, même si assez grande relativement, à la fin d'une page gauche normale, et donc juste avant la révélation du crime de Jiro en tournant la page. Bizarre. Fin de la parenthèse. Depuis quelque temps déjà, Jiro comme la famille Tengue dans son ensemble sont pris dans un diabolique engrenage qui ne laisse aucune échappatoire. Et plus on progresse dans l'intrigue, plus cette mécanique amène les personnages à enchaîner les horreurs. Mais la BD connaît bientôt une nouvelle bascule après le meurtre d'Oryo et le départ de Jiro, que nous retrouverons bien différent bien plus tard. Ichiro, l'aîné des Tengue, s'est de tout temps soumis à Sakuemon pour garantir sa succession. Nous l'avons vu, il est allé jusqu'à vendre sa propre épouse à son père. Le départ de Jiro l'arrange, mais Ichiro redoute que Sakuemon change d'avis quant à son héritage en favorisant Ayako qu'il adore, ou peut-être même Sue qui se livre toujours à lui, n'ayant guère la possibilité de refuser. En fait, Ichiro s'avère un personnage mentalement instable, et si Ayako est le fruit de ses propres crimes, il la hait en fait plus encore pour cette raison. Quand il s'avère qu'Ayako pourrait nuire aux Tengue en racontant ce qu'elle a vu, il saisit l'occasion. L'honneur des Tengue implique de la faire taire. Ils la feront passer pour morte et l'enfermeront dans une remise où elle sera à jamais coupée du reste du monde. Et c'est alors, d'une certaine manière, que commence vraiment l'histoire d'Ayako. Et qu'il me faut me taire pour n'en rien révéler. Simplement, comme je l'ai déjà dit, cette histoire se finira bien des années plus tard et impliquera bien des crimes. Il me faut cependant insister sur un point. Ayako n'est pas seulement une BD très très noire, c'est aussi une BD très très rude, au point du malaise. Le mot n'est pas trop fort. J'avais déjà dit quelque chose du genre concernant l'histoire des trois Adolphes, mais Ayako, ai-je l'impression, c'est encore autre chose, encore au-delà. La lecture de ce manga noue l'estomac régulièrement, au point d'ailleurs où j'ai préféré en étaler un peu la lecture, je ne crois pourtant pas être le plus impressionnable des lecteurs. Il y a d'ailleurs quelque chose dans Ayako qui m'a ramené d'une certaine manière au Marquis de Sade, à ce même genre de cruelle noirceur, le rire sardonique en moins, et si la BD n'a absolument rien de pornographique, elle s'adresse quand même clairement à un lectorat adulte. Il n'y a pas la moindre ambiguïté à cet égard, ou peut-être que si, et c'est bien pour cela que je ressens le besoin de le préciser, car le trait rond caractéristique de Tezuka ne doit surtout pas tromper. Mais la sexualité vaguement ou moins vaguement déviante et perverse sous-tend régulièrement l'intrigue. Je suppose d'ailleurs, au vu d'un commentaire sur ma vidéo portant sur l'histoire des trois Adolphes, qu'il me faut probablement souligner que dans Ayako, plus encore que dans cette série plus tardive, on ne compte pas les séquences très éprouvantes de violence infligées à des femmes. Je ne crois pas pour autant, mais peut-être naïvement, qu'il faille y voir une forme de complaisance,
Mais si tous les hommes ou peu s'en faut dans cette histoire sont des monstres parfaitement répugnants, les femmes quant à elles sont systématiquement des victimes. La fin de la BD permettrait peut-être un commentaire complémentaire, mais je préfère ne rien en dire ici au cas où. Une troisième parenthèse quand même. Ayako a connu deux fins, la première pour la publication en série dans la revue Big Comic et la seconde pour la reprise en volume. En France, nous ne connaissions que cette dernière, celle que favorisait Tezuka et qui est très sombre. Mais il s'était senti obligé initialement de livrer une fin plus positive, le happy end relatif lui paraissant nécessaire dans les conditions de prépublication d'Ayako. Rappelons qu'il commençait alors tout juste, sauf erreur, à basculer vers des récits plus noirs, et peut-être était-il un peu indécis encore à cet égard. Quoi qu'il en soit, l'histoire dans cette réédition s'achève bien avec la fin sombre, la seule que les lecteurs français connaissaient jusqu'alors. Mais en annexe, on trouve également la fin positive. Un bonus bienvenu, mais qui fait surtout la démonstration qu'Ayako ne pouvait pas se terminer de cette manière, que ça sonnait faux et que Tezuka avait bien fait de remiser cette conclusion de côté. Tant qu'on y est, le paratexte de cette luxueuse réédition d'Ayako n'a rien de commun avec les abondants commentaires concluant chacun des deux volumes de l'histoire des trois Adolphes. En dehors de la même préface de Patrick Honoré, qui a semble-t-il également traduit la fin alternative inédite, il n'y a guère que 6 pages récapitulant les principaux personnages de la BD et les résumant. Le seul véritable apport de cette annexe concerne les personnages et situations historiques sur lesquels brode Tezuka, les autorités d'occupation américaines et le mystère autour des accidents de chemin de fer pour l'essentiel. Je n'ai pas grand-chose à dire concernant le dessin ou l'art de la narration, y compris au travers du biais thriller policier. Pour l'essentiel, je ne ferai que répéter les mêmes choses que j'avais avancées pour la plus tardive histoire des trois Adolphes. Et oui, bien sûr, c'est donc d'une très grande qualité. Ayako, globalement, est de toute façon une excellente BD, et une BD importante. Une expérience de lecture éprouvante aussi, mais ça participe sans l'ombre d'un doute de la réussite exceptionnelle de ce manga crucial. Oui, on doit parler de chef-d'œuvre. C'est tout pour aujourd'hui. Donc on en arrive à l'instant promotionnel. Eh bien écoutez, je serais ravi de lire vos commentaires et d'y répondre autant que possible. Je serais ravi que cette vidéo remporte quelques pouces vers le haut ou des abonnements. Et voilà, surtout n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi me balancer des insultes pour me dire que j'ai absolument rien compris. Ça fait partie du jeu. Et à bientôt.